Moi, tu sais, moi, tu m'invites pour dire des conneries sur un micro, je pourrais faire ça pendant des heures, hein. Des années même, voire. C'est chaud un peu. Bah ouais, mais tu vois, je suis comme ça, tu sais. C'est vrai. Incube Radio. Et bienvenue dans Maverick, une émission cinéma donc. Je m'appelle Grégoire Dandois, je suis élève à Art au Carré en théâtre en première, et je ne suis pas tout seul autour de la table. J'ai un invité très spécial qui est aussi, et oui, mon meilleur ami ici présent, Massimo Galasso. 3 adjectifs. Joli, élégant, foireux. Merveilleux. Pour tenir le thème de la journée, qui est quand même l'enfance, je devais choisir un réalisateur. Ça n'a pas été une tâche facile, j'avais pensé à beaucoup de choses et je voulais vraiment être dans le thème. Puis j'ai abandonné le thème, et donc on va parler de Spielberg. Et on va même déconstruire ce thème qui était imposé à la journée, qui est donc l'art enfantin. Et on va démystifier un peu cette aura de Spielberg, qui est-ce vraiment que du cinéma mercantile et pour enfants? Ah, Spielberg et les enfants. Spielberg et les enfants. Dans une émission radio, c'est drôle. En prison, c'est moins drôle. Et l'émission s'appelle Maverick pour une raison, je vais quand même l'expliquer. C'est le moment un peu historique, hein. On va avoir plein d'anecdotes, j'ai plein de moments anecdotes, parce que je trouve ça très rigolo. C'est que en 1870, tu savais ça? Samuel Maverick, un éleveur texan, refuse de ferrer au rouge tous ses animaux. Mais il fait quand même partie du système, c'est quand même un mec qui rapporte de la thune pour l'État, donc on peut pas l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un Maverick, c'est donc quelqu'un qui est dans le système, qui contribue énormément au système, mais qui a un mode de pensée indépendant. Ce qui était logique donc pour la première émission, de se parler de Spielberg. Est-ce que tu as des a priori sur Spielberg avant de commencer? Est-ce que tu avais des a priori sur Spielberg avant de commencer? J'ai rencontré Spielberg quand j'étais enfant, avec Jurassic Park et tout ça. Et j'ai toujours entendu des plus grands, ouais, Spielberg c'est trop cool, Spielberg c'est plus fort, tu vas voir, c'est trop bien les dinosaures, là 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 là. Et du coup j'ai eu ce truc de, ouais, mais si tout le monde dit qu'il est trop fort, j'ai pas envie de regarder, tu vois. Et du coup, j'ai toujours eu cet a priori de, comme on en avait déjà parlé, ouais, Spielberg, il adore la thune et tout ça, il fait des films gros budget, et c'est pas très profond. Et comment t'es venu à changer d'avis? Un jour, un ami m'a dit, ouais, mais Spielberg, c'est plus que ça, arrête de faire le malin. Alors, je me suis pris Jurassic Park en pleine tronche, et ouais, je me suis rendu compte, ouais, il a de la tête, le mec. Ah, il a de la tête. En tout cas, cet ami avait des conseils bien avisés. Et on ne dira pas qui c'est. On va commencer tout de suite avec le premier film d'une sélection de 5. Ce qui est logique pour commencer à parler de Spielberg, ce serait son tout premier film, qui s'appelle Duel, qui est sorti, j'ai mes notes ici, en 1971. Pour raconter un peu le synopsis de Duel, avant de commencer à en parler, c'est donc un homme dans une voiture qui part pour un business meeting, et d'un coup il se rend compte que le camion derrière lui le suit étrangement. Et ce conducteur de camion va essayer de le tuer. On est donc face à un film de course-poursuite. Pendant 1h30, une course-poursuite. C'est à la base un téléfilm, je pense qu'on avait déjà parlé, c'est à la base un téléfilm, qui après a été adapté pour le grand écran, tellement il a fait du grand bruit sur le petit écran. Et Duel. D'abord, je te laisse avoir la parole. Qu'as-tu pensé de Duel? Juste ressenti. Ah oui, vas-y, comme tu veux, là, t'as un peu de parole, là. J'ai été assez surpris par l'intensité dans ce film, pour un premier film. Il n'y a pas de blanc, quoi. Ça va du point A au point B directement, il n'y a pas de fioriture, c'est assez impressionnant. Ah ouais, hein. C'est compliqué de commencer, c'est pas pour rien que c'est toi qui commences. Ouais. J'ai pas eu pas mal les jetons, étonnamment. Ah ouais, Je m'attendais pas ça parle de plein de choses, il y a plein de sujets développés très subtilement. J'adore ce genre de film où ça t'en met plein la gueule et il y a plein de petites choses en dessous que tu dois creuser. T'as utilisé un mot très intéressant qui va revenir beaucoup dans les prochains films qu'on va parler, c'est intensité. C'est que le cinéma de Spielberg est extrêmement intense. Ça, je pense qu'on peut en parler. C'est extrêmement intimiste, extrêmement intense. Et Duel, par exemple, qui se passe quand même en grande majorité dans des voitures, hein,
un peu claustrophobique même, cette manière de filmer où tout se passe en bagnole, et on se rend compte à quel point sur la route, en fait, ça crée des nouvelles peurs, hein. On va aussi en parler avec le second film de Spielberg qui crée des phobies. Et il y a eu une vague de folie en Amérique après ce film. Voilà, c'est le petit moment anecdote où les gens étaient terrorisés de prendre leur bagnole, quoi. En fait, on se rend compte à quel point on est sans aide. Tu peux pas recevoir de l'aide dans une bagnole. Et toute la pression de la société aussi, parce que là où Spielberg est très subtil, comme tu en parles, on se rend compte que le personnage principal a des problèmes avec sa femme, face même à son rôle de père. Le père absent, ou Spielberg est le père absent. Mais on ne parlera pas d'E.T. ce soir, malheureusement. C'est cette pression de devoir être un homme, entre guillemets, mais pas devoir être un homme parce que c'est dur d'être un homme. Hein. Non. Cette masculinité d'un personnage masculin qui ne rentre pas dans la masculinité de la société. Et c'est extrêmement intéressant, surtout que Spielberg parle de ça à travers la voiture. Voilà. Et je trouve que même si on joue énormément sur la claustrophobie de la voiture, les scènes les plus stressantes, les plus oppressantes sont quand il est en dehors de sa voiture. Je pense par exemple à la scène du bar où il devient complètement parano. La seule scène en dehors de la voiture. Il y a aussi la scène avec le bus. Oui, avec le bus, ouais, c'est vrai, la scène avec le bus, ouais, c'est vrai. Il y a la scène avec les serpents. La scène à la station. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais pour moi, c'est vraiment des moments où la voiture n'est jamais très loin, tu vois. Oui. La voiture n'est jamais très loin, et le seul moment où on sort vraiment de ce schéma automobile, c'est la scène du bar, où il est dans une paranoïa complète et qu'il essaye de trouver quel est le chauffeur. On n'a pas précisé ça, mais on ne sait pas l'identité du chauffeur, et on ne le saura jamais. Et il joue très bien là-dessus, sur le moment où t'es juste au moment de voir la tête, puis paf, non, tu ne verras rien. Et le film... Oh, j'ai oublié de préciser, mais on va spoiler comme des sales porcs. Hein. J'ai oublié de le préciser parce que moi, j'ai beaucoup envie de parler de la fin de Duel. Énormément envie, hein, parce que c'est une scène très perturbante comparée au reste du film. Où là, on est dans une intensité, pas le temps de faire de la mise en scène, et ça se ressent, la caméra est accrochée à la voiture, où elle est à l'extérieur, mais même toute la scène de début, où la caméra tremble, et que t'entends juste le son d'une radio, je sais pas si tu te rappelles. Et d'un coup, cette scène de fin, avec l'explosion du camion dans le ravin, qui était un piège du héros, a un truc hyper christique. Tu vois ce que je veux dire? Le héros est grave mis en valeur. Ah ouais. Où il est là en train de rire à genoux. Mais le film en contre-plongée, non? Oui. Contre-plongée, lumière derrière, tu peux pas faire plus christique que ça, quoi. Même Jésus était jaloux, quoi. Je trouve ça magnifique. C'est là que Spielberg se révèle pour moi, c'est avec ce film-là. C'est pas pour rien que Universal veut lui confier d'autres films après. Mais c'est dans ce film qu'il se révèle. C'est-à-dire qu'on peut identifier beaucoup du cinéma de Spielberg à travers ce film, qui est cette intensité, cette claustrophobie qu'on va ressentir dans beaucoup de ses autres films, hein, dont un film avec un bateau et un monstre. C'est extraordinaire de se rendre compte qu'on pourrait déjà résumer Spielberg avec ce film. Et je trouve ça très, très puissant. Pas le résumer entièrement, bien sûr, mais avoir une excellente porte d'entrée à son cinéma. Ce qui est très rare pour un premier film. Niveau premier film, petit aparté, je vous conseille Jumbo de Zoé Wittock, film belge. Mais c'était vraiment une petite aparté. Pour revenir sur Duel, as-tu une idée du message du film? Le message principal, non, je sais pas, je ne saurais pas dire qu'est-ce qui est au centre, comme ça je vois tout ce qu'il a voulu aborder, mais c'est assez compliqué de te dire. Pour résumer, la testostérone. Oula. La masculinité toxique, en gros. Ouais, le film parle énormément de ça. C'était une petite intervention technique. Je trouve... Quels sont les thèmes pour toi vraiment? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Après, je te raconterai une anecdote sur Spielberg qui me fait beaucoup rire. Mais d'abord, j'ai envie de toi deviner quels sont les thèmes de ce film. Déjà, je pense qu'il y a cette pression familiale où on a l'appel au début avec la femme. Il y a aussi, super important, je pense, l'émission de radio au début avec ce mec qui dit qu'il en peut plus de sa femme, il est oppressé, c'est lui qui doit tout s'occuper, il en a marre. Et s'il continue son chemin, malgré que le camion l'attaque, c'est quand même pour aller à ce meeting.
Et c'est assez perturbant de voir ce truc de pression familiale du côté du père. Ah bah oui. Mais c'est Spielberg. Bah, Spielberg est le père absent. C'est décrit tellement de fois. Et c'est pas pour rien que Spielberg mettra énormément, et un des premiers dans des films tout publics, à mettre énormément de personnages féminins forts. Parce que justement, sa mère qui les a élevés et qu'il a aimé de tout son cœur et qu'il a considéré comme la femme la plus forte de sa vie, quoi. Mais comme même, je vais même aller plus loin, l'humain le plus fort qu'il ait rencontré de sa vie, c'était sa mère, quoi. Et c'est pour ça que le père absent est toujours mis en faute. Pour moi, le personnage principal n'est pas du tout... on n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort, tu vois, dans ce film. On est plus en train de le critiquer. Toute la scène avec sa femme au téléphone aussi, où le mec a carrément pas réagi quand sa femme s'est presque fait agresser sexuellement parlant. Et pour moi, c'est super violent dans le dialogue, tu vois. Et après, on te dit... non, mais Spielberg, c'est pour les gosses. Spielberg, tu montres ça à ton petit neveu de 9 ans, et c'est bon, il kiffe, hein. Monte duel à ton petit neveu de 9 ans, il monte pas dans une bagnole avant très très longtemps, hein, je pense. C'est quand même super impressionnant. Et l'anecdote que je voulais te raconter, c'est pour ça que je te demandais le thème du film, c'est que Spielberg fait partie du second Hollywood, donc la vague de cinéma lancée après Truffaut et Godard, la nouvelle vague en France. Et on s'est beaucoup inspiré de ces cinéastes pour lancer le second Hollywood. Le second Hollywood qui est De Palma, Brian De Palma, Scorsese, George Lucas. La vague des néons. Voilà, la vague des néons. Oui, la vague des néons. Et Spielberg. Et on parlera aussi de François Truffaut plus tard dans cette émission. Logique. Et donc, Spielberg a très vite été confronté aux mêmes critiques européens que la nouvelle vague, qui cherchaient des messages dans tout. C'est-à-dire que c'est un truc très, très, très européen. Ce truc dont on voit une œuvre d'art, il faut tout de suite que ça ait un message, tu vois. Ça peut pas être juste là pour être là. Et je suis pas en train de dire que le film de Spielberg n'a pas de message. Mais Spielberg s'est toujours amusé à répondre des trucs ultra simplistes quand on lui demandait sur quoi était son film. Et quand on lui demandait sur quoi était Duel, il avait juste répondu les voitures. Et après, il étoffera un peu plus dans des livres où pour lui... Duel, c'est vraiment un film qui parle qu'on est impossible de se débrouiller sans la technologie moderne, tu vois. Et en fait, il se dit que c'est notre plus grand atout, mais en même temps, ça peut être notre plus grande perte. Ça peut nous mener à notre perte. Et c'est très bien exploité dans le film avec les bagnoles, tu vois. Il a besoin de se déplacer, mais c'est un danger permanent. Moi, je voyais aussi une énorme critique du capitalisme. Mais ça, c'est peut-être mon côté de gauche qui ressort, tu vois, mon petit côté gauchias. Avec cette imagerie du camion, tu vois, qui est sale, qui transporte du pétrole en plus. Et cette voiture toute propre au début, qui se fait salir petit à petit. Ouais, toutes ces images d'une société qui paraît parfaite, qui est en fait très sale, tu vois, qui paraît parfaite et qui est en fait extrêmement sale. Et c'est hyper perturbant de se dire que pour son premier film, il s'attaque à des trucs aussi lourds, tu vois. C'est malade, quoi, surtout en 1971. Et il a rajouté plein de scènes. Le film à la base ne fait même pas 1 heure, il fait même pas 1 heure, il fait 57 minutes. Ouais. Et pour sa sortie à Avoriaz en France, donc dans le festival fantastique d'Avoriaz, il a allongé le film de 37 minutes pour arriver à la longueur où on est aujourd'hui. Et des scènes et c'est ça qui est super drôle, il a rajouté des scènes ultra stressantes. Il y a la scène, par exemple, où le camion pousse la voiture devant le train. Oui. Tu vois, c'est pour expliquer un peu, c'est donc le mec s'arrête, pense avoir échappé au camion, sauf que le camion se gare derrière lui pendant qu'un train est en train de passer sur la voie juste devant. Et c'est une scène super tendue où le camion pousse tout doucement la voiture jusqu'au train avec le personnage principal qui appuie sur ses freins comme pas possible. On pourrait très vite dire que cette scène est bête parce que plein de gens diraient ouais, mais sors de la bagnole. Tu vois, mais pour moi c'est pas intéressant, tu vois, de se dire changer le scénario et autres. C'est l'imagerie de la voiture est extrêmement importante. Il pouvait pas se permettre, si dans un film ça raconte quelque chose, le fait qu'il veut pas abandonner sa voiture, tu vois, c'est pas juste une bêtise. Et je veux en revenir à un autre sujet un peu, cette paranoïa. Est-ce que tu as ressenti la paranoïa du film? Bah oui, à travers le personnage, il devient complètement fou. Comme on me disait, la scène du bar, ce moment où il s'imagine aller parler à tous les mecs en leur disant « c'est toi le chauffeur, bon ok, on arrête maintenant ». Oui, c'est fou, juste à travers les yeux du personnage, quoi. Puis comment il filme dans les rétros et tout, comment le camion l'attend aussi avec ce truc de masculinité toxique où il sait pas comment le camion est toujours là, quoi. Tu sais pas, le camion te regarde toujours. Le camion te voit.
The big truck is watching you. Et je sais pas, j'ai plus de mots pour ce film tellement il m'a marqué. La première fois que je l'ai vu, je connaissais déjà très bien Spielberg et on me dit ouais mais t'as jamais vu son premier film. Et alors je m'intéresse à Duel et je me prends une des plus grosses claques dans ma gueule. Et je vais en venir parce que je vois que le timer, il file. Donc on va terminer par faire une petite précision sur l'émission. Nous ne sommes en aucun cas une forme d'objectivité. Nous ne sommes pas là pour définir ce qui est bon et mauvais. On est là juste pour donner un intérêt au film, je pense. Je pense que la seule... Si ce soir, quelqu'un se dit « Putain, je vais peut-être regarder un film... » Regardez Duel. Regardez Duel et appréciez-le. Et appréciez-le, donnez-lui une seconde chance si vous ne l'avez pas vu depuis très longtemps, parce qu'on a tendance à trop vite juger Spielberg. Hein hein, Massimo. Et on va tout de suite lancer la première musique de l'émission, qui est une musique de Jimmy Bonesso, Improvisation 1. Bienvenue sur Incubo Radio. Non mais merde, radio c'est à chaque fois tout le temps que tu dis radio. Incubo la radio de la Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Bah je sais pas, Incubo bienvenue sur la de la Jeune création. Voilà. Re-bienvenue dans Maverick. Salut. Bonjour à tous. Et j'aime bien, je vais me représenter à chaque fois, tu vois, avec un nouveau prénom. Donc aujourd'hui, je m'appelle Michael Fassbender. Accompagné de Dylan Proust. Dylan Proust. Et on va vous parler d'un second film. Et je vais un peu avancer dans la timeline de Spielberg. J'ai bien préparé mon émission. Donc on avance dans le temps. Il va réaliser Sugarland Express, La couleur pourpre et 1941 qui seront tous des échecs commerciaux. Donc là, les studios sont plus trop chauds de confier un film à Spielberg. Et puis arrive un manuscrit sur son bureau, un bouquin qu'il va dévorer littéralement, et en plus en rapport avec le thème du film. Ce bouquin, il va en tomber amoureux, il va se battre pour avoir les droits, et c'est Les Dents de la Mer. Ah, Les Dents de la Mer. Et comme toujours, je vais faire un rapide synopsis, donc prépare-toi parce qu'après c'est toi qui vas parler avec ton ressenti du film. Donc, Les Dents de la Mer raconte l'histoire d'un jeune shérif qui vient d'arriver sur une île insulaire, donc une petite île Amityville même, on peut l'appeler ça comme ça, c'est Amityville, et une adolescente est retrouvée déchiquetée sur la plage. Pom pom pom. Et on commence à se dire qu'il y a un truc qui va pas. On se dit que c'est une attaque de requin, mais pas grand-chose à s'inquiéter, c'est pas la première fois que ça se passe à Amity. Surtout que le 4 juillet arrive, donc les politiques veulent absolument pas annuler la principale source de revenus de la ville. On adore la thune. On adore la thune et le capitalisme.
Et donc, il ne faut pas effrayer les touristes. Il ne faut pas les effrayer avec une attaque de requin. Surtout que quand on a retrouvé la fille, il lui manque tout le bas du corps, le bras, la tête. Et va alors commencer une enquête de la police parce que les meurtres vont se multiplier, jusqu'à même le meurtre d'un jeune enfant qui marquera le début de la fin pour la politique de la ville, qui va bien se rendre compte qu'il y a un problème. Et je vais m'arrêter là pour le synopsis, parce que dans le synopsis, on n'est pas là pour raconter la fin du film. T'aurais pas pu dire le film était en 2 parties. Le film est en 2 parties, mais ça on y viendra plus tard. Je te fais un synopsis, un résumé d'histoire. Ça te stresse de parler? Tu veux pas faire... non, bah du coup, mon ressenti sur... j'allais dire Jurassic Park. J'ai faim de Jurassic Park. Mon ressenti sur les Dents de la Mer, bah, déjà, j'ai beaucoup entendu parler des Dents de la Mer. On en parle beaucoup quand on parle de cinéma. Et on me l'a beaucoup vendu comme un gros film d'horreur. J'imaginais vraiment un requin qui bouffait tout, tu vois. Et au final, c'est un film très stressant, mais assez calme. Calme mais fluide. Calme et fluide. Et j'étais assez aussi, encore une fois, impressionné de tous les thèmes dont traite Spielberg, quoi. Comment il arrive à faire maîtriser les codes en parlant de choses très dures, quoi. Comment il traite la politique, comment il traite la science, comment, encore une fois, ce truc de famille et tout ça. La relation, je trouve la relation folle à la fin entre les 3 sur le bateau. Ça, je suis passionné par la deuxième partie. Et c'est la première participation de Richard Dreyfuss avec Spielberg, qui est un acteur que j'aime énormément et qui est excellent. Parlons-en. Il est fou. Il est fou, Richard Dreyfuss. Mais donc, Les Dents de la Mer. Souvent, moi, c'est ça qui est intéressant, on te le décrit comme un gros film d'horreur, et je trouve que c'est déjà mieux que moi, la critique que j'entends les 3/4 du temps sur ce film, c'est juste un film de monstre. Tu vois ce que je veux dire? Clairement pas, carrément pas. Et je le relis même d'une certaine façon, et c'est pour ça que je suis très content que tu l'aies vu sans que je t'ai dit de le voir, à The Host. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Toute cette critique politique et sociale, et à travers un film qu'on pourrait croire sans prétention de monstre, avec la question qui fâche, la question hot, la question in, la question méchante. C'est qui le méchant du film? On retrouve énormément ce truc de Spielberg de le méchant c'est pas forcément le méchant, hein. parce qu'au final le requin il fait que survivre en fait, il fait que manger pour vivre, et il est juste plus gros que la moyenne. Non mais s'il reste parce que vous le nourrissez, hein. C'est joli Paris. Et où se situe la menace pour toi alors? Une menace qui disparaît au milieu du film, hein, parce que le film n'a pas envie de s'ennuyer avec un antagoniste. La menace est pour moi très présente, et qui est d'ailleurs un des messages principaux du film, quand je t'ai dit satire politique, etc. Mais justement, avec c'est aussi des scènes super oppressantes quand le chef de la police parle avec le maire et qu'il est super détendu. Il fait... Ouais, 4 juillet, il y a pas mal de gens. Moi, j'adore la thune. Il fait, ouais, mais là, il y a un gosse qui vient de crever et tout. Il fait, ouais, mais là, il y aura plein de gosses. Il va manger plein de glace. Ouais, il y aura plein de gosses. Le requin, il va se régaler. Tu vas voir. Et moi, je trouve qu'on a vraiment une énorme critique politique à travers ce film qui est énorme. Et il y a une scène qui me tue de rire, c'est avec le médecin légiste, où ils vont voir le médecin légiste et ils lui disent c'est clairement un requin. Oui, le rotor du bateau. Ouais. Le médecin légiste dit c'est clairement un requin, tu vois. Et même pas 5 minutes plus tard dans le film, t'as le maire qui fait revenir le médecin légiste et que le policier lui dit mais vous m'avez dit que c'était un requin. Et le médecin légiste fait non, un bateau. Il y a plein de trucs comme ça. C'est Spielberg qui fout de l'absurde dans des scènes ultra réalistes, et là où il pourrait se permettre de mettre de l'absurde, il se permet de faire du réalisme. Et on va venir à la deuxième partie du film, comme tu l'as précisé plus tôt. J'ai oublié de mettre. Je vais aussi ajouter que c'est assez impressionnant la manière dont il arrive à mettre de l'humour dans le film sans que ça prenne trop de place. Ouais. Tu restes quand même stressé malgré qu'il y ait cette part d'humour. Mm-hmm. Ça, je trouve ça assez fort de mettre ça comme ça. Donc le film est en 2 parties. Une première partie qui se passe sur l'île. Le film fait 1 heure, donc c'est vraiment une séparation en 2 parties. Et une autre partie qui se passe sur le bateau et qui est la chasse aux requins. Et que là, on va attaquer un autre truc très politique, c'est qu'on se rend compte que le mec qui chasse les requins, il livrait la bombe d'Hiroshima.
Ça a été la première fois que je l'ai vu, je me dis mais c'est gratuit, c'est pas possible, tu vois. Mhm. Il était à bord de l'Indianapolis qui a livré la bombe atomique, quoi. Ça peut pas être là juste gratuitement. Ça peut pas juste se dire, en fait, petite anecdote rigolote, j'ai livré la bombe. Ça peut pas juste être ça, tu vois. Et on en vient alors à les propos écologiques du film, qui sont énormes, sur l'homme qui veut dompter la nature. Et, encore une fois, là où le cinéma de Spielberg ne se termine jamais bien, il y arrive. N'oublions pas que le message du film montre des gens détruire la nature et y arriver. C'est un peu cynique, c'est un peu même nihiliste dans son message de fond. Hein. Alors, bon, l'image capitaliste de Spielberg après, c'est déjà compliqué de la défendre, parce qu'il n'en a pas du tout, tu vois. Je veux dire, défendre l'idée qu'il est capitaliste à ce point-là, tu vois. Pour faire une critique écologique aussi osée, et il faut y aller, quoi. Mais c'est justement en jouant autant avec les codes d'Hollywood de cette époque-là qu'on en arrive là. S'ils ne maîtrisaient pas autant les codes, on ne pourrait pas avoir une critique aussi bien. Ouais. Et surtout, il va inventer quelque chose qui a terrorisé énormément de gens. On parlait de Spielberg, créateur de phobie. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Spielberg, créateur de phobie. Il a réussi à même créer une peur sur des animaux qui n'existent plus. Donc, il faut quand même en parler. Et créateur de phobie, et qui a après, et c'est ça qui est horrible en fait, parce que c'était pas du tout le message du film. Suite à la sortie du film, ça a été le début de les tueries de masse de requins. On a commencé à chasser les requins en masse. Parce qu'il n'y avait plus d'excuses pour les laisser en vie. Tout le monde en avait peur, tu vois. Si bien que Spielberg va créer une fondation pour la sûreté des requins, tu vois. Et il y travaille toujours aujourd'hui, dans cette fondation. Et ça me fait se dire que le cinéma n'est pas juste une œuvre d'art gratuite, tu vois. Et de se rendre compte qu'il a un impact sur le monde, quand même. Tu le fais exprès pour Jurassic Park après ? Ouais, oui. Je prépare le terrain. J'ai des dinosaures à mettre dans mon émission, moi, monsieur. Et donc, je prépare le terrain. Et l'impact de Spielberg sur le monde, en plus que sur le cinéma, est énorme. Et Jaws est pour moi... Jaws, j'ai dit le titre en anglais, quoi. Je suis bilingue, excusez-moi, messieurs. Les Dents de la Mer va participer grandement à ce renouvellement du cinéma, tu vois, surtout américain. D'ailleurs, ça va être une réussite commerciale totale. C'est ça qui est perturbant. Tous ces films qui parlaient de sujets durs et importants, comme La couleur pourpre qui parle du racisme, va s'échouer lamentablement en salle et au box-office. Et là, c'est un film d'horreur qui n'est pas le genre que les gens apprécient le plus. Mais tout le monde se ruait dans les salles pour aller le voir. Si bien qu'à l'époque, il a cassé le box-office. C'était le film qui a rapporté le plus d'argent. Pourquoi les gens étaient autant le voir ? C'est avec la promotion du film Mais en gros, la meilleure promotion, la bouche à oreille, les gens qui sortent du film et qui font « Putain mec, c'est la panique ». C'est juste ça, c'est la masta panique. Et alors, as-tu plus peur de l'eau qu'avant ? Non. Tu casses tous mes effets. Et ben, tu vois, moi qui suis thalassophobe, donc la peur des eaux marines, c'est encore un film aujourd'hui qui me met pas bien. Tu vois, pas par rapport à ses qualités ou quoi, c'est parce que ces plans de caméra sous l'eau, je les trouve mais ultra intrusifs, quoi. Et encore une fois, extrêmement intenses. Oui. On n'a pas encore reparlé de l'intensité du film, mais c'est malade. C'est... toutes les scènes sur le bateau, les scènes où le requin commence à bouffer le bateau, ah oui, ça spoil. Et ma scène préférée, je pense, le moment où ils sont en train de boire et que t'as le nez qui rentre comme ça, c'est incroyable. Waouh. Et 3 animatroniques de requins pour le film. Ça a été un tournage un enfer. Hein. Les Dents de la Mer a créé autant de peur qu'il a été un enfer. Anecdote tournage maudit ou pas ? Ah ouais, anecdote tournage maudit. C'est-à-dire que c'est vraiment un tournage maudit, Les Dents de la Mer. C'est-à-dire qu'ils avaient 3 animatroniques. Le premier jour de tournage, ils mettent le premier animatronique de requin dans l'eau. Il coule. C'est un peu court pour un requin. Il a coulé. Et ils l'ont jamais récupéré. Il est toujours au même endroit, au fond de la mer. Ils ont tout fait pour essayer de le récupérer, mais il était bien trop lourd parce qu'il s'était rempli d'eau entre-temps, etc. Et aujourd'hui, c'est carrément un site artistique et tu peux faire de la plongée pour aller voir cet animatronique de requin des Dents de la Mer qui est toujours sur une plage tout près de Miami, un truc comme ça. C'est dingue. Ah ouais, c'est dingue. Et les autres animatroniques ont déconné.
Et tu parles justement des scènes où ils détruisent le bateau. Et ben en fait, c'est un animatronique qui a fait un boost et qui est rentré dans le bateau à une vitesse incroyable. Donc c'était pas prévu du tout. Et donc ça fait partie de ces rares films où tu peux dire que les acteurs sont terrifiés, premier degré. Et ça aide grandement. Ces détails techniques ont grandement aidé le film. Mais il faut savoir que par exemple Spielberg, qui aimait déjà pas l'eau, a lui-même s'est créé une phobie de l'eau à cause de tous ces problèmes. Les 3 acteurs principaux sont partis en dépression. Wow, coup dur. Et le film a pris presque un an de retard sur son tournage. C'est une folie. Il est sorti en 1975, je l'avais pas dit. Et on approche bientôt de la fin du temps parlé de ce film. Parce que tout va extrêmement vite. Et on a extrêmement beaucoup de choses à dire. Et veux-tu rajouter quelque chose avant que je lance la prochaine musique ? J'adore la barbe de Richard Dreyfuss. Mais c'est normal, cet homme est extrêmement séduisant. Parlons un peu de la beauté de Richard Dreyfuss. Ses yeux sont très bien disposés sur son visage. Ouais. Et ses dents, tu t'as vu ses dents avec ça. Mec, son sourire avec ses petites dents qui font... C'est un homme à lunettes. Hein. C'est un homme à lunettes, ce type. Hein. Ah là là, je suis tellement bisexuel. Et non, mais c'est vrai, si t'es célibataire, Richard, appelle-moi. On peut s'arranger. Et on va tout de suite lancer la deuxième musique avant de parler d'un film un peu plus compliqué, je pense, à parler. Et donc ce sera Matisse Moretti, Heart and Soul. Regardez Les Dents de la Mer. Et re-bienvenue dans Maverick avec votre présentateur Yves et... Kurt Jean-Philippe. Merveilleux. Alors on va parler d'un autre grand film de Spielberg. Enfin, ça c'est un film un peu particulier dans ceux que j'ai choisis. Oui. Parce que c'est un film que tout le monde a déjà entendu parler, mais que de très peu de gens ont vu. C'est vrai. C'est vrai, c'est-à-dire que tout le monde va faire la blague. Ouais, rencontre du troisième type, lol. Mais personne l'a jamais vu. On sait même pas de quoi parfois ça parle. On sait juste qu'il y a des aliens, vaguement.
Ça fait aussi partie de ces films qui sont résumés en une phrase. C'est un film d'Alien. et alors que c'est bien plus qu'un film d'Alien. C'est même très peu un film d'Alien pour moi. Mais... Ah oui, c'est même très très peu un film d'Alien. Ils sont pas très présents. Ouais, il y a aussi des requins et des dinosaures. Ouais. Il y a Richard Dreyfuss. Il y a Richard Dreyfuss dans le film. Je vais encore pouvoir montrer à quel point j'aime cet homme. Et il n'y a pas que Richard Dreyfuss dans le film. Il y a un acteur aussi qui a surpris beaucoup de monde. Parce que cet acteur, c'est François Truffaut, qui joue dans Rencontre du troisième type. Et qui est d'ailleurs la principale inspiration de Spielberg de se lancer dans le cinéma. Il kiffe le cinéma de François Truffaut. Et Rencontre du troisième type est le meilleur hommage qu'on puisse faire à François Truffaut. Enfin, je sais que tu ne connais pas très bien la filmographie. Carrément pas. C'est pas... Voilà. Donc on va pas trop s'attarder sur François Truffaut. Mais sa présence est extrêmement intéressante. Et si tu continues à regarder les films de François Truffaut... Commencez. Oui, commencez. Regarder Rencontre du troisième type va avoir un tout autre sens. C'est assez puissant. Parce que on commence toujours par un rapide synopsis. Alors, qu'est-ce que raconte Rencontre du troisième type ? Et ben là, c'est un synopsis très compliqué à faire. Oui. Parce que c'est pas une histoire très très linéaire. Donc, malheureusement, je vais être très court dans ce que je vais résumer. C'est un des rares films que je vais pas spoiler aussi, parce que j'ai pas envie de le spoiler. Même si, parce que pour moi, cette scène finale est très importante. Ok. Et c'est donc, on est sur Terre, un électricien qui s'appelle Roy et qui est joué par Richard Dreyfuss voit des soucoupes volantes et la moitié de sa gueule est bronzée. Tu vas vraiment dire juste ça ? Et on comprend qu'il y a une agence gouvernementale dirigée par François Truffaut qui s'appelle La Combe dans le film. Il s'appelle La Combe, qui essaye de comprendre pourquoi les aliens s'intéressent à notre planète. Et voilà. Je peux pas parler du film plus parce que c'est pas un film narratif. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, carrément. C'est pas un film qui a une ambition narrative. C'est vrai que si tu le replaces au milieu de tous les films de Spielberg, c'est le dernier que j'ai vu, du coup... C'est un ovni, lol. Ta gueule. Et oui, continue ce que t'allais dire. Bah, il a quand même une trame narrative très structurée. Et ici, ça part vraiment dans tous les sens. C'est comme un film assez fastidieux. Là où regarder des films de Spielberg, en général, t'es juste accroché et le travail est fait pour toi, quoi. Là, faut rester dedans, quoi. Ah ouais, c'est un film très contemplatif. Je sens qu'il y a une légère réticence dans ta voix. Est-ce un film que tu n'as pas particulièrement apprécié ? J'ai pas pris... J'ai eu beaucoup d'intérêt, mais pas beaucoup de plaisir. C'est-à-dire que ça parlait plein de choses qui m'intéressaient, mais la manière dont c'était apporté me parlait pas beaucoup. Ouais, bah tu vas peut-être pas kiffer le cinéma de François Truffaut. Parce que là où en général il démontre assez bien la folie de ses personnages, justement cette parano et tout, la manière dont... Je sais pas, je pense par exemple au moment où Richard Dreyfuss, enfin Roy, refait la montagne dans son salon. L'homme de ma vie. L'homme de ta vie refait la montagne dans son salon. Et la manière dont c'est filmé, très fixe, c'est... Je sais pas, j'ai du mal à ressentir les personnages avec la manière dont il les filme. Ah oui, mais pour moi, ça fait partie des messages du film. C'est même avec la caméra, il arrive à montrer que ces personnages sortent du cadre, tu vois. C'est une métaphore qui marche très bien pour le cinéma. Et c'est que ces personnages sont hors normes. Et qu'en fait, même la caméra traite ces personnages comme les autres personnages traitent le personnage principal dans le film, tu vois. On le considère comme un mec bizarre, une erreur. Et j'aime beaucoup le parallèle qu'il fait entre ces gens qui sont appelés par les aliens, parce qu'il y a des gens qui sont appelés par les aliens, et qui passent pour des fous, hein, parce que personne ne les croit. Et qui sont appelés par les aliens. Et il y a une énorme comparaison avec des artistes. Oui, c'est vrai. Il y a une énorme emphase sur l'art dans ce film. On parle de plein de choses. On parle de cinéma, on parle même de sculpture, on parle de musique. La musique qui est extrêmement importante. De dessin. Et comme je vais le faire remarquer à un de nos techniciens, un film où la musique est extrêmement importante, et c'est la première collaboration avec John Williams. Les aliens jouent de la trompette. Oui, mais il y a Ray Charles dans les soucoupes volantes, il faut t'y habituer. Super. Et
il y a toute cette tension dans la scène musicale de fin, qu'on va pas trop en parler, mais tu vois ce truc ultra sérieux, tu vois. Et où Spielberg fait vraiment un parallèle entre créer de l'art quand t'es indépendant et créer de l'art quand t'es une grande instance de la société. Oui. Tu vois. Et le parallèle est pour moi énorme, où justement tu vois que Roy, quand il va faire une sculpture, il doit prendre des trucs de son jardin, il démolit sa maison, et il fait tout ce qu'il faut pour faire la sculpture la plus ressemblante possible à ce qu'il a vu. Et il perd sa famille. Là où le gouvernement se contente de répéter. Une quinte juste, s'il vous plaît. Oui, mais c'est vrai. Et là où le gouvernement, dans le film, pour créer de l'art, se contente de répéter. Dans la répétition. Et pour moi, c'est un film extrêmement important parce que c'est Spielberg qui témoigne son amour à l'art. Et lui qui fait partie des grandes instances de la société, tu vois, mais qui se sent un peu comme Roy. C'est pour ça que c'est un maverick. Tu vois. Spielberg est dans tous ses films, hein. Ça on n'en a pas encore parlé, mais Spielberg aime beaucoup se mettre dans tous ses films. Et c'est pour ça qu'il a choisi Richard Dreyfuss. Franchement, on met une photo de Richard Dreyfuss et Spielberg un à côté de l'autre, c'est presque des sosies. Oui, un peu. Ouais, un peu, tu vois. Et donc, on va pas parler de ce que je pense du physique de Steven Spielberg. Et il faudra que je fasse une interlude physique des acteurs. Et justement, c'est là où Spielberg se pose toujours dans ses films. Là, il se pose dans cet entre-deux. C'est-à-dire d'être un artiste qui donne tout son sang pour créer, mais qui en même temps est dans les petits papiers des grands studios. C'est pour ça que le terme maverick, c'est pas pour rien. Et pour moi, c'est vraiment un hommage à l'art. Ce film est un hommage à l'art énorme. C'est pas pour rien qu'il a choisi la contemplation. Tu vois, son thème, c'est l'art. Ça, c'est une des rares fois où Spielberg a été un peu plus éloquent sur le thème de son film. Il n'a pas fait sa blague de toujours résumer son film à une idée, et ça le faisait beaucoup rire. Il faut voir quand il a fait les publicités pour Ready Player One. C'est incroyable, c'est un film qui parle de jeux vidéo. Et donc là, il est très éloquent, et il parle de ce film comme... il a dit que s'il devait réaliser un film avant de mourir, ce serait celui-là. C'était pour lui, ce serait l'équivalent de son Chant du cygne. Et d'ailleurs, d'après ce qu'il a dit, il réaliserait un remake s'il se sentait mourir de ce film-là. Il réaliserait son propre remake, quoi, en gros. Spielberg la dépression. Mais ça, on en parlera plus dans le film d'après. Oh, mais... Et il y a encore une fois, vous allez entendre beaucoup de mots que vous avez déjà entendus dans cette émission avant. Intensité. Et je pense à la scène du radar, au début. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène. Oui. Où il y a juste des points sur un radar et que c'est la panique dans la tour de contrôle. Et moi, ça m'a vraiment coupé le souffle. C'est une scène qui m'a vraiment coupé le souffle, où ils sont tous là devant leur écran et... on sait pas ce que c'est, même nous en tant que spectateurs. Oui, tu comprends pas ce qui se passe. Ouais, tu vois juste des gens stressés. Oh, tu vois juste des gens paniquer partout et tu stresses avec eux, quoi. Et Truffaut, après l'émission, après le film, avait parlé à Spielberg et lui avait dit que c'était un des films les plus éprouvants qu'il avait eu à tourner en tant qu'acteur, parce que son personnage devait être extrêmement optimiste et pour lui le film ne s'ancrait pas du tout dans cet optimisme. Ouais. C'est ouais, bah super, tu fais du bruit avec le crayon. Et c'est particulier parce que quand tu vois, moi c'est la troisième fois que je voyais Rencontre du troisième type. Retour du troisième type. C'est un vaudeville avec Christian Clavier. Oh, mon pardon. Et c'est la troisième fois que je le voyais, ce film. Et la première fois que je l'ai vu, pour moi, c'était le film le plus optimiste du monde. Pour moi, c'était un film d'une grande beauté, d'un grand côté enfantin et d'un air un peu candide, tu vois. Et là, c'est la troisième fois que je le vois, et tout ce qui ressort, c'est juste Spielberg qui te dit clairement, la société part en vrille, on va tous mourir, plus personne ne regarde de l'art. Et moi-même, j'ai un flingue sur ma tempe en ce moment et j'hésite à appuyer sur la détente. Et c'est flippant de ouf. Quand même, de se dire de ce film si beau et si contemplatif, et derrière une idée ultra cynique, ultra nihiliste. C'est un film très sombre. Hein. Ouais. Mais vas-y, développe un peu, parce que je parle beaucoup pendant cette intervention. J'ai
J'ai loupé une partie du film. Voilà. Les déboires commencent, c'est la fin d'une amitié. Du coup, c'est plus dur pour moi forcément d'en parler que les autres. Tu t'es endormi? Oui. Oh là 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 là. Si au moins tu mangeais une glace et que t'étais plus concentré sur ta glace que sur le film, j'aurais compris. Mais tu sais que t'endormir, pour moi, c'est un crime. Donc j'ai commis le crime de m'endormir pendant 40 minutes ce film. Je me suis réveillé, des aliens jouaient de la trompette. Je tiens à le rappeler, les aliens jouaient de la trompette. Not quite my tempo. Mais t'as beaucoup soulevé le sujet de l'art ici, pour ce film. Et il y a aussi le sujet du langage, que je trouve qui est super important, mais qui tient à l'art aussi, dans la manière de parler avec l'art. Le langage universel. Hein. Mais justement sur les parties Truffaut, parce qu'on est les parties Truffaut et puis les parties avec les intervenants des aliens, on va dire. Moi j'appelle ça les parties Dreyfus. Avec les parties Dreyfus, si tu veux. Et justement, c'est super intéressant la manière dont ils vont dans tous les pays, qui voient la manière dont chacun interprète l'arrivée des aliens. Oui, par exemple, j'adore cette scène où ils sont en Inde et qu'il y a tous les gens dans le désert qui chantent super fort cette musique et t'as François Truffaut qui fait « Ça vient d'où ça vient d'où ?» Et t'as un chant magnifique et ça crée quelque chose de super beau et tu t'attends pas à ce que ça puisse venir de ces aliens qui jouent de la trompette. Oh, t'as pas ça. Il va me faire chier avec sa trompette, lui. Non, mais c'est magnifique. C'est un film très musical, comme je l'ai dit juste avant. Oui. Et après John Williams, ce monsieur est un génie à son boulot. Hein. C'est une blague que j'aime beaucoup parce que je la trouve pas si fausse que ça. Où on dit souvent que la moitié des récompenses de Spielberg devrait aller à John Williams. Parce qu'en fait, il a eu beaucoup de récompenses pour la musique. Ouais. Et pendant tout un moment, les récompenses des musiciens allaient au réal. Et donc c'était très mal vu pour tous les musiciens. Mais heureusement, John Williams et Spielberg étaient potes. Et Spielberg a fait regraver tous les Oscars pour John Williams. Et bref, c'est un bon gars, Spielberg. C'est ton pote de soirée qui ramène de la boisson pour toi alors que tu lui as pas demandé, tu vois. Wow. Et ça, c'est très fort. Puis après, il te parle de sa dépression. Et après, c'est pour ça qu'il apporte l'alcool. C'est pour ça qu'il apporte l'alcool. Et rencontre du troisième type. J'ai l'impression qu'on a été très flou sur ce film. C'est un film flou. Et c'est un film qui mérite de le regarder avec une idée floue de ce qu'on va regarder. Surtout que toi, t'avais aucune idée. Enfin, tu savais que ça parlait d'aliens. C'est tout. Quoi. Oui, mais c'est tout. Quoi. Déjà, c'est pas le film le plus Spielberg. Enfin, c'est peut-être un des films les plus Spielberg, mais dans l'idée et dans les autres films qu'on a vus de Spielberg, c'est pas ce qui colle le plus à ce qu'on attend de Spielberg, quoi. Ouais, c'est sûr. Et j'ai quand même beaucoup envie de parler de la fin. Hein. Ah bah allez, vas-y. Allez, c'est bon, j'autorise. On rentre en zone spoiler. La fin. Maintenant, je dois en parler. C'est toi qui m'as dit, j'ai super envie de parler de la fin. Mais justement, dans ce truc d'optimisme, mec, la détermination de Dreyfus, cette scène qui pourrait sembler kitsch au premier abord, mais qui mérite sa réflexion, avec les aliens qui arrivent et pas cette battle de musique, mais Ah oui, c'est une petite battle de musique. Ouais. Cette petite battle de musique. C'est plus un échange qu'une battle, mais ouais. Mais c'est parce que quand tu comprends... Tu vois, t'as le côté autorité qui est super stressé, et d'ailleurs ça se voit sur le visage du pianiste, où il doit aller super vite. T'as ce truc de stress, alors que quand tu vois après... Je peux spoiler du coup ? Ouais, vas-y. Mais pour moi, la première fois qu'on voit les aliens... Ah putain, ils m'ont fait peur. Hein. Moi, je l'ai vu jeune. L'alien araignée ? Ouais, là, quand il y a l'ombre, tu sais qu'en plus, je suis arachnophobe, putain. Oui. Donc, voir ce truc-là, avec juste une ombre. Et j'adore le fait que Spielberg nous dise « Attention, c'est une menace, attention, c'est une menace ». Après, en fait, non. C'est pas une menace. Oui. Et c'est très fort, encore une fois. Les antagonistes du cinéma de Spielberg, il faudrait écrire un livre là-dessus, hein, sur les antagonistes du cinéma de Spielberg. Moi, ça m'intéresse, en tout cas. Et on arrive à la fin du temps imparti. Veux-tu dire quelque chose ? Un dernier mot sur Rencontre du troisième type. Déjà, regardez-le. Comme toujours. Faut s'endormir. Hein C'est à cause de John Williams. Sa musique m'apaise trop. Ouais. Remets pas la faute sur des artistes talentueux, tu veux.
Non. Mais j'ai été dur tantôt sur la manière dont ils filment les personnages, mais la manière dont ils sont écrits et la manière dont ils sont remis dans le problème, c'est vraiment très fort. Il y a quand même, on est fort attaché aux personnages. On a vraiment envie de vivre de suivre leur aventure. On est très fort derrière eux. Et c'est plus fort que dans les autres films, je pense. Et ben voilà, regardez Rencontre du troisième type, regardez un maximum de films d'ailleurs. Et on va tout de suite commencer avec la troisième pause musicale qui est Esquil AD, l'enfer sur terre. Ouais. Esquil. Ouais. Je lève la tête et j'observe les étoiles. Elles sont si sages, elles paraissent si paisibles, car mon esprit c'est pas le plaisir qui plane. Je ressens tellement et ça me fascine. On n'est qu'un paquet de cendres sur une planète en feu à des milliards d'années de forme de vie. Et même si on fait vite, nos petits enfants verront pas ça de leurs yeux. J'aimerais que ça me rend triste. Si on est seul, pourquoi le chaos est partout? J'ai encore la naïveté de croire qu'un jour on se réunira tous. Le jour où le destin aura choisi pour nous la seule intelligence de l'univers disparue pour toujours. Mais ça peut pas être ça, la logique de cette terre. La création, puis le chaos, puis y a plus rien jusqu'à l'enfer. Dis-moi que Dieu existe, que dans mon dos les fantômes meurent, mais que la vie continue dans un monde parallèle. La vie c'est pas ce que je vois, la vie c'est pas ce que je crois. Et je crois en rien et ça m'emmerde parfois. Je deviens dingue, c'est ça. J'aimerais juste savoir pourquoi, ouais. Si notre existence a un but, pourquoi on ne la connaît pas? Perdu entre les songes et ce qui me semble réel. Comment ne pas perdre la tête quand tout est créé même par elle? Car devenir adulte c'est mettre ces derniers dans une boîte. Rouvrir cette boîte de manière exceptionnelle, grâce à l'alcool, au pétard, à la musique puis à la fête. C'est pendant ces moments de courte insouciance qu'on se retrouvera. Mais t'as besoin de te retrouver toi, alors toi. Et tu d'exaltant dans cela, dans la drogue, l'euphorie, le bonheur sans apostrophe. C'est beau, ça portera que la joie aux autres. Et pour une fois je suis content de faire partie des autres. Il est 7h13 du mat, le soleil commence à se lever. À l'heure où j'ai envie de me fumer. Mais c'est si calme et si paisible, comme si la nuit continuait dans mes pupilles. C'est qui voit le trop plein d'amour plutôt qu'un immense vide. Ouais, c'est l'amour et c'est la vie, et c'est comme ça et c'est bien triste. Regardez Les Dents du troisième type, c'est super cool. Je m'appelle Massimo Galasso. J'adore la musique. Et c'est bien sûr un redébut impromptu, parce que personne ne nous a prévenu. Oups. Et donc, on continue cette rétrospective Spielberg en faisant un bond dans le temps. Un bond dans le temps jusqu'en 2003. Et c'est la sortie d'un film très important pour Spielberg et très important pour le cinéma en général. Et l'histoire commence en 1970 avec un petit monsieur qui s'appelle Stanley Kubrick. Il est vraiment très petit. Et il est vraiment très petit. Et il a une belle barbe. Et Kubrick, il a deux passions dans la vie, le cinéma et son pote Steven Spielberg. Et il découvre une nouvelle, j'ai mis le nom, qui s'appelle Les Super Toys Durs pour l'éternité de Brian Aldiss. Et il rêve d'adapter cette nouvelle, déjà à partir de 1970. Mais il faut savoir que le projet est abandonné des dizaines de fois. Il n'en vient jamais à bout, même après ses succès, ses plus grands succès. Et il demande à Spielberg de réaliser le film plusieurs fois. Et Spielberg refuse à chaque fois. Jusqu'à ce que, abruptement, on perde un des plus grands génies du cinéma avec la mort de Stanley Kubrick en 1999. Et il mettra dans son testament, Stanley, tu vas réaliser ce putain de film. Steven. Oui, c'est vrai, putain, Steven. Je reviendrai. Non, c'est le 6e sens, il était mort depuis le début. Et on pourrait faire des spoils de films comme ça, tu vois. Juste on lance des spoils de films qui n'ont rien à voir. J'ai pas envie. Et donc, là, Spielberg, il se dit quand même, ouais, ça tenait quand même assez fort à son cœur pour qu'il le mette dans son testament. Je vais réaliser ce film. Et ce film s'appelle AI, Intelligence Artificielle. Waouh. Quel film. Et rapide synopsis. Et comme tu as beaucoup de choses à dire, je vais essayer d'être très rapide et bref. De toute façon, le synopsis ne sera pas très long. Hein. Bon. C'est un synopsis qui n'est pas long. Donc on se retrouve, je pense que c'est, je sais plus exactement le nombre d'années, mais on est dans le futur de la planète Terre. Et une catastrophe écologique a eu lieu. Et plusieurs continents sont même recouverts par l'eau. Super chouette pour commencer un film. Et... autre chose super chouette pour commencer un film, un enfant dans le coma, suite à un accident de voiture. Et cet enfant dans le coma, les médecins disent aux parents, il va peut-être jamais se réveiller.
Et alors, ce qui est super, c'est que vous pouvez acheter un enfant de remplacement qui est un robot. Bah, vous pouvez, c'est le premier, c'est un peu Ouais. officieux. Vous pouvez. On lui dit, vous pouvez l'avoir. Vous pouvez essayer quand même. C'est le seul qui sort Oui. quand même. Après, oui, bah après, on va en parler de ça. Oui, oui. On va en parler de ça. Et alors, ils disent, ok, on fait l'expérience, on va prendre ce gosse robot, et ce gosse robot donne beaucoup d'amour, et même ce qu'on pourrait définir comme l'enfant parfait. Oui, c'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Sauf que le petit gamin dans le coma se réveille, et les ennuis commencent. Massimo, ce film t'a beaucoup touché. Peux-tu nous en Oui. parler? Et, Bah déjà, Spielberg a réussi à faire ce film. pas Spielberg, mais juste quelqu'un a réussi à faire ce film, quoi. Ah oui, c'est déjà un truc assez bastoc, quoi. Parce qu'on est sur un film de 2h19, très, très dense. Dès la première image du film, j'ai eu les frissons. Ah Je ouais. sais pas. Bah déjà, il y a eu ce truc qui m'a mis un peu des émotions de revoir ce truc contre-jour, un peu comme dans Le Parrain, tu vois, le travail sur les lumières. Tu vois, déjà, je me suis un peu senti à la maison. Et De Palma n'était pas loin. c'est un film qui m'a mis les jetons. Il me fait peur, ce film. Il m'oppresse. La gueule de ce gosse, quoi, déjà. Rien que la gueule de ce gosse. Tu trouves? Moi, je l'aime trop, David. C'est mon personnage préféré, c'est Teddy. Ouais, Teddy. Ouais. On va beaucoup parler de Teddy. Ah, on va aujourd'hui. beaucoup parler de Teddy. Voilà, Et oui, pour là- l'enregistrement, Teddy est un ours en robot peluche qui a une voix de cinquantenaire qui a un cancer de la gorge. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression qu'on a tous les sujets super importants de Spielberg, mais fois 50, quoi. Ils sont super lourds, c'est super pesant. C'est un film vraiment lourd à regarder et à porter, quoi. C'est Mais super. c'est très bien. Et ce qui est super drôle, c'est que c'est ce film, et c'est pas pour rien que je l'ai mis là, qui a commencé cette logique de Spielberg fait des trucs doux pour enfants. Ah bon? Ah ouais, et là tu vas dire, what the fuck? C'est le film le moins... Ah ouais, et moi, en fait, c'est parce que c'était le film de Kubrick à la base, Mhm. réalisé avec le script de Kubrick. Oui. Et Spielberg a changé beaucoup de choses pour s'approprier le film. Donc déjà, toute l'histoire d'un Pinocchio moderne, c'est Spielberg qui l'a rajouté, tu vois. Et en gros, on a critiqué Spielberg pour avoir adouci le film. Parce que franchement, tu lis le script de Kubrick, ça allait bien plus loin. D'ailleurs, mythe de Pinocchio qui est aussi dans Rencontre du troisième type. Oui, aussi. Le mythe mais même un peu moins. Ça, il place plus de Pinocchio en termes d'œuvre cinématographique qu'en tant qu'histoire. mais Ça- c'est présent. Oui, c'est présent. Mais c'est un des Disney préférés de Spielberg. Et c'est ce film-là qui a commencé ses déboires. Alors que c'est un des films les plus dépressifs de Spielberg. On va en parler. Hein. Mhm. Oh, de la dépression. Spielberg et la dépression. De Spielberg et la dépression, c'est le moment d'en parler. Mais moi, j'aimerais déjà ton avis sur plusieurs scènes. Déjà, toutes les scènes avec Jude Law. Oui. Ah, qui est un androïde prostitué. Oui. Et moi, j'ai cette scène où il est dans le motel avec une vieille dame. Enfin, pas vraiment vieille, mais elle... Oui, je vois, oui. La femme en pleurs sur le lit. Oui, la femme en pleurs sur le lit. Et Johnny est que... là pour toi. Et que... Oui. Putain, cette scène. Parlons-en un peu de cette scène. Moi, c'est une scène qui me trauma. De Bah, ouf. parle-en toi alors. Ah ok, moi cette scène me trauma parce que c'est Spielberg qui s'attaque au problème de l'intelligence artificielle Ouais. et qui dit quand même, si on arrive à créer une intelligence artificielle qui peut tout calculer en microsecondes, c'est le meilleur être qui peut nous manipuler. C'est-à-dire qu'il sait exactement quoi dire pour nous faire ressentir l'émotion qu'il veut qu'on atteigne. Et là, cette émotion, c'est manipuler une femme en pleurs pour faire l'amour avec elle et qu'il le paye. Oui. Oui, c'est atroce. Enfin, c'est pas une critique que je fais au film, hein, mais c'est horrible de voir ça. Moi, c'est une scène qui m'a trauma. La scène de l'abandon m'a trauma aussi. Dans la forêt. Ouais. Tu vois, quand ils la conduisent en voiture, David. Après la scène de la piscine, qui. Mais déjà, rien que l'arrivée de l'enfant dans la famille. Ah oui. C'est Le quand même retour de vachement l'enfant dur. comateux. Tout est dur. Putain, ce film. Ah. Ou comme je l'appelle, le petit con coma. Bah oui, du coup, la scène de la Ouais. piscine où, du coup, on a l'enfant robot qui, on va dire, découvre un peu la jalousie. Découvre la jalousie et découvre aussi l'amitié. Oui. Pas envers lui. L'amitié pas envers lui, oui. Quand il ressent une blessure, il prend la personne la plus proche de lui
il la tient et lui dit tout le temps keep me safe, keep me safe, keep me safe. Ouais, fou. Et du coup, il l'entraîne dans la piscine et Cool. il le noie sans faire exprès. Et il noie le petit garçon sans faire exprès. Coup dur, merci. La régie qui va devoir prendre un Xanax après l'enregistrement de cette capsule. Mais. Yes. Bah sinon, scène traumatisante, il y a aussi quand... comment il s'appelle encore le gosse ? David. David tue l'autre David. Ah oui. Puis après, il découvre tous les autres David. Et les Davidettes. Oui, il y a les Davidettes aussi. Il y a les Davidettes aussi, les David et les Le Davidettes. meilleur amour pour ta maman. Vous ne savez pas à quoi ouvrir votre femme à Noël ? Achetez-lui un gosse. Et c'est ce truc de créer des rêves en bouteille, quoi, que Spielberg critique aussi là-dedans, tu vois. Et aussi parce que ça fait partie de ces mondes post-apo un peu où il faut avoir un permis pour avoir un enfant et donc créer un faux enfant, ben, c'est sûr qu'il y a moins de sous. Et la scène des combats de robots. Combat de robots. Oui, destruction de robots. Scène de combat de destruction de robots. Oui, tous les vieux robots complètement niqués. Ce truc de on doit progresser, on doit progresser. Ouais, c'est assez dur. Tout est dur dans le film de toute façon. Et ça fait c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Hein. Mais justement, je il y trouve en a pas du tout. que, quoique, les scènes où l'enfant est avec Jude Law, c'est quand même les beaux moments du film. Moi, Incubo Radio. Attention, j'ai failli prendre un pistolet à eau pour t'arroser. On est de retour après ce rapide problème technique. Oh là 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 là, nous sommes là. Problème technique, il y a... Waouh, on fait des comparaisons. C'est une émission super méta. Ouais, on est hyper méta aujourd'hui. Après la blague sur les ovnis, la blague sur la technologie, j'ai hâte qu'on attaque Jurassic Park. Alors... je sais plus de quoi on parlait. Oui, que Jude Law est une très bonne représentation du père, alors qu'on nous l'a présenté comme un monstre. Oui. C'est dingue. C'est rien que dans ce que ça raconte du film. Et on va parler de la scène de fin d'ailleurs. Oui. Ça, on va pas en parler tout de suite, mais on va y arriver. Et bah, c'est quand même la personne qui s'occupe le mieux de David d'ailleurs. Hein. Ah oui, Jude Law, oui. Le mieux. C'est le seul qui l'a traité comme un être humain. Oui. Parce que pendant tout un moment, il sait pas que c'est un robot, hein, si je me rappelle bien. Le David ? Ouais. Pendant tout un moment, si je me rappelle bien. Non, mais pas pendant tout le film, il me pense. C'est pas un robot. Hein. À aucun moment, c'est un robot pour lui. Hein. Pour Jude Law, hein, je parle, pas pour David. Ah. Au début, oui. Oui, si je me rappelle bien, quand il le trouve, pour lui, c'est un. Personne ne sait que c'est un robot. Oui. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est une imitation parfaite d'un humain. Donc. Et petite anecdote. En VO, Mr. Cerebot. C'est Mister No, Mister No, non Oui, est doublé par Spielberg. Ah. Il se prend pas pour de la merde. Là. Mon héros de mon enfance. Après, c'est sûr que t'es pas le mieux dans ta vie, tu vois. Et on m'a fait beaucoup de mal. Et c'est là que de commencer de parler de la dépression Spielberg. La dépression Spielberg est un vrai terme. Hein. C'est un vrai terme. Hein. C'est pas un truc. Ah oui. Je sais pas. Et on l'appelle pas vraiment la dépression. Beaucoup de gens le résument plutôt ça à Spielberg Xanax. Mais c'est vraiment ça. On va l'appeler Spielberg dépression. Qui est que si on s'intéresse un peu à ce que racontent les films, à ce qu'on nous montre exactement et qu'on analyse ces films de bout en bout, c'est rarement joyeux, quoi. Bah, c'est vrai qu'après m'être tapé du coup 5 films de Spielberg en très peu de temps, déjà les films de Spielberg, c'est des films qui travaillent énormément, dû à tout ce qu'il y a dedans, et vu que c'est quand même des sujets pas très joyeux, des films qui se terminent faussement bien, ça laisse une trace assez lourde, quoi. Hein. Est-ce qu'il serait temps ? Non, on garde la fin pour un peu plus tard, on a encore un peu de temps. Bah, je sais pas, parce qu'après il y a plein de choses à dire aussi sur la fin, tu vois. Il y a énormément de choses à dire sur la fin. Sur le film tout court, on a abordé très peu de choses au final. Mais oui, mais c'est parce que c'est un film qui se découvre. On a plus parlé de ressenti que... Je pourrais parler de plein de choses. Hein. La manière dont il filme la Lune. Tu vois, c'est oui, avec la Lune montgolfière. Oh, la Lune montgolfière. C'est dingue, hein.
La lune qui est annonciatrice de guerre, comme Oui. enfin de menace. La lune qui annonce la menace et qui est aussi un exemple de l'homme qui a dominé la nature, tu vois. Oui. C'est un parfait exemple de la lune parce que la première fois que tu la vois, tu sais pas que c'est une montgolfière. Hein. Non. D'ailleurs, Ouais. au début, tu te dis, waouh, l'effet un peu kitsch quand même. Ouais. Et après tu fais oh putain c'est une montgolfière. Et ces robots justement et cette pression qui monte, c'est super bien fait en termes de rythme ce film. Rythmiquement parlant, c'est Oui. irréprochable. Hein. Il alterne tous les types de rythmes en cinéma, le pressant, l'imminent, le lent, le normal même. Hein. Le rythme normal existe, hein, on n'en parle pas assez, hein. Mais entre guillemets le rythme de vie. Hein. Ouais. Rythme normal, rythme de vie, le lent, l'imminent. Et cette scène justement où il est au coin du feu avec les robots qui se cachent dans la forêt. Oui. Et que c'est un truc super agréable, lent, où il a l'impression d'avoir trouvé une seconde famille, même s'il est un peu terrifié par le fait que ce sont des robots et qu'il se considère comme un humain, tu vois. Et que les robots le considèrent lui-même comme un humain. Oui. Et puis, d'un coup, toute l'ambiance change. Je sais pas si tu te rappelles. D'un coup, toute l'ambiance change et les robots sont en train de paniquer un peu et ils crient cette phrase. Moi, c'est une phrase qui me hante, hein, qui me terrifie. La lune arrive. Oui. Ouais, the moon is coming. Et c'est pas l'hiver qu'on parle. Et, et on voit justement Jude Law là avec la lune justement. Mm-hmm. Oui, il est sur la colline et il y a la lune qui arrive. Et il y a la ce lune truc qui un peu arrive loup-garou, derrière, comme ouais. ça. Et c'est la pression de cette scène. Moi, c'est une scène qui me terrifie toujours aujourd'hui. C'est pas une scène qui m'a traumatisé comme la scène de Jude Law, mais elle me terrifie toujours aujourd'hui. Avec les filets, ils attrapent les robots là, comme si vraiment c'était même pas des animaux quoi, comme des déchets qu'on récupère. Bah, c'est clairement des déchets. Ah ouais, pour eux c'est clairement des déchets. C'est dingue. C'est un enfer à regarder. Moi, c'est pour ça que je t'ai dit, j'avais prévu de regarder AI et je me suis dit putain, il va me falloir du temps pour me préparer à regarder Intelligence Artificielle parce que c'est pas un film facile. Non. Ça, je vais quand même mettre un petit disclaimer pour les gens, on sait jamais, c'est que regardez AI, mais quand vous allez bien dans votre vie. Ah, sérieusement, hein. Oui, c'est pas une blague. L'influence de ce film sur votre psyché peut être très importante. C'est pas ça, on en parlera dans Jurassic Park après, mais oui, ça on parlera. c'est un film qui peut avoir vraiment un sacré impact. Un sacré impact. Oh, le cinéma qui a un impact sur le monde. On prépare encore mieux l'arrivée de Jurassic Park. Et donc maintenant... Du coup, on n'a pas vraiment parlé des thèmes. C'est vrai que c'est important de parler de la fin, mais du coup, on n'a pas parlé des thèmes. Vas-y, parle des thèmes. Vas-y, c'est toi qui a le sujet, c'est toi qui a la balle pour les thèmes. Et du coup, on a beaucoup parlé de Spielberg et de la famille. On a parlé ici la manière dont Spielberg parle de la famille. On se pose comme des questions sur son enfance, quoi. Ah bah oui. Bah et c'est là qui est super perturbant parce que c'est la première fois qu'on a un père retrouvé au lieu d'un père absent. Oui. Et que pourtant c'est beaucoup plus sombre. C'est là qu'on se pose des questions sur l'enfance de Spielberg. C'est le mec retrouve son père et c'est pire que s'il l'avait pas eu en fait. À la fin, c'est pas vraiment la fin du film, c'est plus les 3/4, mais. Ah oui, le moment où David tue David. Oui, où David tue David. Ça m'a traumatisé. Ça ouais, c'est trop bas un peu. Hein. Où il se rend compte que c'est un objet à la chaîne, quoi. Bah oui, parce que du coup, après, il y a cette scène où David se rend compte que c'est vraiment un jouet, quoi. Il y a il y a plein de boîtes de David. Ouais, l'enfant traité comme un jouet, comme quelque chose qu'on utilise pour sauver notre couple. Coup dur, quoi. Waouh. Et ça t'arrive en plein dans la gueule, hein, quand même, je trouve. Tu t'attends à rien dans ce film. Hein. Ah ouais, non, tu sais vraiment pas où tu vas tomber. C'est encore une fois le rapport avec le fait que les plus petites strates de la société sont traitées comme des robots qu'on peut détruire. Oui. Que la manipulation pour obtenir de l'argent et encore plus de la manipulation pour obtenir du sexe et être payé pour ce sexe est hyper fort. Aussi, tous les sujets de société. Pour moi, c'est le film le plus critique sur la société que Spielberg ait jamais fait. Oui. C'est très cynique, très nihiliste. Et on n'aura pas le temps de parler de la fin. Parce que le temps court. Quoi qu'il arrive, les aliens sont gentils avec Spielberg. Quoi qu'il arrive, c'est pas des aliens. Aussi. Voilà, c'est des robots. Voilà. Arrêtez, ça c'est vraiment le pire truc qu'on peut dire sur la fin. Cette fin qui a fait tiquer beaucoup de gens, c'est pas des aliens. C'est des robots ultra avancés. C'est pas des aliens.
Mais ils sont sous la forme représentée en général des aliens. Bah, ils sont sur une forme hyper... Pour moi, c'est un truc qu'Apple pourrait sortir. Hein. Attends, c'est hyper propre, ça a tué les humains. Ouais, Apple pourrait le faire. Et on va donc en terminer là pour AI. Un mot de la fin, un rapide mot de la fin. Vive Spielberg. Vive Spielberg. Regardez AI si vous allez bien. Seulement si vous allez bien. Et on s'écoute tout de suite Youssi avec la chanson Malheureuse. Regardez-moi comme je vais mal, comme je m'accroche à mon petit moral. Oh, je ne sais pas comment vous le dire autrement qu'en vous montrant les dents. Regardez-moi comme je fais mal, la détresse, le spleen idéal. Oh, je sais pas faire semblant, ça ne dure jamais longtemps et je vais de l'avant. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Ouah, ah, ah. C'est pas pour moi les longs sanglots, les violons et les trémolos. Oh, j'ai pas l'ambition de la grande dépression, mais d'un peu d'attention. Regardez-moi, j'en ai aussi des coups cafards et des insomnies. Passer une autre nuit, ça disparaît, tant pis, et 1, 2, 3 souris. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Oh non, nanana, nanana, nanana. Oh, quand le blues s'empare de moi, que je l'accueille, lui tendant les bras. Oh, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas de moi et me laisse planter là. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie toutes celles qui pleurent, qui se plaignent et se lamentent tous les quarts d'heure. Je ne sais pas être malheureuse, j'envie ceux qui dépriment, qui ressassent et qui ruminent à la recherche du bonheur. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je suis pas douée pour ça. Ouah, ah, ah. Oh non, nanana, nanana, nanana. Je ne sais pas être malheureuse, oh non, je ne sais pas, je sais pas. Ouah, ah, ah. Et re-bienvenue dans l'émission gauchiste Maverick où on boit des bières et on fume des clopes. Salut, c'est JP Jurassic Park. Eh oui, t'as spoilé le film qu'on avait parlé. Insupportable. Ouais. Et donc oui, je ne vais pas faire de belle introduction à mon film parce que... Bah si, vas-y. J'ai rien dit. Aujourd'hui, enfin, pour cette dernière partie d'émission, et oui, malheureusement, le monde va vite et nous devons le suivre. Retour dans le passé. Retour dans le passé, encore une fois, là on retourne en 1993, avec ce que beaucoup considèrent comme un pivot du cinéma. C'est-à-dire qu'on va parler d'un film qui a été considéré comme le plus grand film du cinéma à une époque. Ça a été un peu le Citizen Kane de son époque. Et on va en arriver à Jurassic Park. Un film... Tout le monde a vu ce film, je pense. Ou alors, tout le monde a déjà énormément entendu parler. Sauf ma régie qui ne l'a pas vu. On a la moitié de la régie l'a vu, c'est déjà ça. L'autre a dû dormir. Et Irwin, voilà, comme ça je te nomme. Avec un V, s'il te plaît.
Irvine, avec un V. Irvine. Irvine avec un V. Et Irvine avec un V comme Vendetta. Et c'est Jurassic Park et adapté d'un livre aussi. Beaucoup de films de Spielberg sont adaptés de livres. D'ailleurs, le seul film dont on a parlé qui n'est pas adapté d'un film, c'est d'un livre, c'est Rencontre du troisième type. Et Jurassic Park est un roman de 1990, donc c'est quand même 3 ans plus tard que Spielberg l'adapte, parce qu'il est tombé super amoureux de ce film. Et pour faire un rapide synopsis, comme toujours, le paléontologue Alan Grant étudie donc les dinosaures avec un speech qui a marqué énormément de gens, où un petit gamin lui répond que en fait les Velociraptors c'est juste des gros poulets, et que Alan Grant traumatise un enfant. Et suite à ça, on nous explique que en fait, la paléontologie, ça intéresse plus grand monde et qu'il n'y a plus beaucoup de thunes et que les expériences et les recherches de notre bon ami Alan Grant vont bientôt se terminer. Et pourtant, on adore la thune. Surtout Spielberg. Et alors, arrive un étrange vieux monsieur qui s'appelle John Hammond. Et cet homme invite le paléontologue Alan Grant et sa collègue paléontologue aussi, Ellie, à venir sur son île où il dit avoir recréé des dinosaures. Massimo, qu'as-tu pensé de Jurassic Park ? Quelle surprise! Du coup, j'ai, comme beaucoup de films de Spielberg, Spielberg, même si au final, on en viendra, c'est pas tellement fait pour les enfants, on en entend beaucoup parler quand on est enfant. Je pense que c'est un des premiers noms de réalisateurs sur lesquels on tombe. Et un des premiers noms de grands films sur lesquels on tombe, c'est Jurassic Park. Merci à B3. À une certaine heure. C'est passé. Et du coup, mon ressenti sur le film, c'est... ça date de... Il est sorti quand, du coup? 93? 93. Quelle fraîcheur! Oh là, c'est un film qui n'a pas vieilli. À part peut-être le Diplodocus du début. Oui, mais... Bon, ok, on va pas forcément parler des FX, mais juste dans la manière dont c'est filmé, dans la manière dont les plans sont traités, l'écriture de personnages, la fluidité. Encore une fois, qu'est-ce que c'est fluide? Oui, il y a aucun moment où il y a une cassure dans le cinéma de Spielberg. Le peu de films où il y a une cassure, c'est des films qui arrivent plus tard dans son cinéma, et c'est voulu. Et du coup, oui, c'est le premier film de Spielberg que j'ai revu avec l'âge que j'ai. Et... Waouh, ça faisait longtemps qu'un film n'avait pas apporté autant de réflexion. Il m'a beaucoup bouffé. C'est un film qui m'a bouffé. Et ouais, merci Spielberg, quoi. Bien sûr, Mr. Spielberg. Et pour nos auditeurs, parce que on a fait beaucoup de blagues en début d'émission là-dessus, il faut savoir que c'est notre première dispute avec Massimo. Jurassic Park, c'est notre première dispute à la FNAC. Ça doit pas venir là-dedans. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Si, moi j'en parle. Et j'ai le DVD de Jurassic Park en main, et il me regarde dans les yeux et me dit « Ouais, Spielberg, c'est quand même bof. » Et c'est là, mon monde s'écroule. C'est la personne que je pensais connaître le mieux au monde. Et alors, je me suis battu pour regarder une deuxième fois Jurassic Park. J'explique comment tu t'es refait ce film il y a pas longtemps. Yes. Et donc on s'est retapé ce film. Et tu as très vite ravalé ton jugement hâtif. Oui. Et comment parler c'est un problème. C'est le film qui me fait le plus peur d'en parler, Jurassic Park. C'est tellement une institution, c'est tellement un pilier. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jurassic Park qu'on n'a pas déjà dit, tu vois? Et c'est pour ça que j'ai envie de prendre l'angle de ce pilier, de ce pivot cinématographique, de son impact sur le monde cinématographique. Parce qu'on n'en parle pas assez. Bon, déjà, il a révolutionné les FX, mais comme on a dit, on va pas en parler ici. Même si, je suis désolé, le T-Rex de Jurassic Park, il y a même des films contemporains qui ont des moins bons effets spéciaux que Jurassic Park, et il faut en parler. Et les FX sont importants aussi dans les sujets du film. La création. Et on va donc parler très métaphore, très métaphore aujourd'hui. C'est un film méta. Avec, bon, on en a déjà parlé, donc tu vas sûrement pouvoir répondre à la question. C'est que représente John Hammond, le créateur de ce parc? Qui est-il? Comme tu l'as dit, on en a déjà parlé. Spielberg aime bien mettre Spielberg dans les films de Spielberg. Et Alan Grant,
Allez, foiré. Non, Foiré. je me suis foiré. Ah ouais, foiré. C'est jamais le personnage principal. Et aujourd'hui... Du coup, il y a le gosse Oui, c'est pas le gosse non plus. qui... moi, je le voyais Ah, comme... on joue à qui est-ce moi, je le voyais comme, tu vois, il est mis à plusieurs générations, tu vois. Et donc, du coup, tu voyais ces trois personnages comme les trois faces d'une même pièce. Oui. Et oui, ça je suis d'accord. Mais le personnage qui a pour moi le plus de Spielberg, dans sa manière de créer, dans sa manière de faire du spectacle, et qui sera d'ailleurs une caricature de lui-même, hein, à toutes les critiques qu'on lui fait, c'est John Hammond, donc le créateur du parc. Oui, le réalisateur. Oui, celui qui crée. Et c'est incroyable. Cette métaphore est la base de toute l'adoration qu'on a autour de ce film. De Spielberg qui parle du fait d'être enfermé dans un carcan de création à cause des gros studios, etc. Même si ça l'arrange très bien, et il le dit lui-même, il le dit si bien dans les interviews, il pourrait pas réaliser tout ce qu'il fait sans l'aide des gros studios derrière, tu vois. Mais en même temps, il y a un carcan qui s'est installé, où à chaque fois qu'il fera un film, il est obligé d'être rentable. Oui. Il n'avait pas en 1993 le statut de super réal du cinéma qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, il peut se permettre de faire des films de guerre un peu plus sombres, qui sont pas obligés de rapporter énormément au box-office. Mais ça reste quand même des très grands films. De toute façon, on ne juge pas la qualité d'un film sur ce qu'il rapporte au box-office. Et on en vient à arriver à Jurassic Park et toute la métaphore qu'il y a derrière ce parc, ce qu'il représente pour le cinéma et à quel point ce film a eu un impact sur le monde, sur la manière de faire du cinéma après. Et c'est pour ça que ce film a tant posé ses balls sur la table, quoi. Il faut quand même on en parle pas assez, avec des dinosaures en carton, quoi. Des dinosaures en carton, des gros poulets, si je me ferais le plaisir de le dire. Et il arrive à te créer, pour moi, une des expériences cinématographiques les plus intenses au monde. On en avait parlé, intensité. Hein. Ouais. Là, c'est le film le plus intense de Spielberg. Hein. C'est compliqué de faire plus intense que Jurassic Park. Et petite question, comme ça je vais pouvoir introduire ma conclusion qui va arriver à la fin de cette capsule ici. Tu montrerais Jurassic Park à tes enfants ? Je fais confiance aux enfants. Et du coup, je pense qu'avec une petite préparation, en parlant du film avant et après, mais pas des petits enfants, pas des enfants de bas âge, genre des enfants qui arrivent vers l'adolescence. Genre ma petite sœur, genre là par exemple Célia qui a 10 ans, ma petite sœur. Clin d'œil à Célia qui nous écoute peut-être. Oui, c'est vrai. Ouais. Je lui montrerai bien Jurassic Park. Mais avec une discussion... il faut en parler après, quoi. Parce que moi, tu sais que je prête des films. Oui. Tu sais que je prête des films de ma DVD Tech. Et donc je l'ai prêté à une de nos profs qui l'a montré à son fils. Et elle m'a dit, tu m'avais prévenu, je l'ai quand même regardé avec mon gosse. Et il a fait des cauchemars. Et c'est ça c'est perturbant avec le fait qu'aujourd'hui on se rend compte que Jurassic Park a créé un énorme intérêt pour les dinosaures, les dinosaures, et qui en même temps est un film assez traumatisant. Si on le voit à assez bon âge. Moi-même, quand je l'ai vu, j'étais très jeune et j'avais une peur, mais des raptors incroyables. Et encore ce truc de fausse bonne fin. De fausse bonne fin, exactement. Les fins les plus dures à digérer. Ça, c'est la fin de Jurassic Park est infâme à prendre dans la tronche, quoi. La fin du monde. C'est la fin d'un monde, la fin de la création. C'est ce que ça te raconte la fin de Jurassic Park. C'est que tu perds contrôle de tes œuvres. On en vient là. C'est Spielberg qui explique « je perds le contrôle des films que je fais ». C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont sortis, et c'est très bien, il l'a toujours dit, il est un spectateur avant tout. Donc on fait du cinéma pour le spectateur, pas pour la petite minorité qui va analyser des films. Ça, ce serait stupide de faire un film juste pour cette petite minorité. Il fait un film pour les spectateurs et il s'est rendu compte que son film n'appartenait pas aux spectateurs. C'est ça qui le détruisait le plus. C'est pour ça que le film critique énormément les aspects mercantiles de la création. C'est que ces films appartenaient aux gros studios. Tout son cinéma appartenait à Universal et il n'était pas libre, en fait. Ses œuvres n'étaient pas libres d'être acceptées par le public. Et la fin de Jurassic Park, c'est ça. C'est encore une fois une fin très nihiliste où Spielberg te dit mon cinéma n'appartient pas aux gens qui devraient l'appartenir, c'est-à-dire le public.
Et pour moi, ça me déchire. C'est vraiment Spielberg qui s'excuse, quoi. La fin de Jurassic Park, c'est Spielberg qui dit « Je suis désolé. Parce que ce film que j'ai fait pour vous n'est pas à vous. » En plus, il est très dur. Là, du coup, en même temps, on peut réintroduire une des problématiques qu'on a voulu lancer avec cette interview, qui est ce que Spielberg s'est destiné aux enfants ou pas. Oui. On a le cas de l'enfant qui est face au film. Ben oui, et que Spielberg lui-même s'identifie un peu dedans. Timmy qui est passionné par les Gallimimus, qui représente la passion pour les dinosaures, enfantine, et qui, à la fin, est dégoûté des dinosaures. Et c'est ce truc de... Oui, déjà de sous-estimer l'impact des films. Mm-hmm. De sous-estimer qu'un film peut changer le monde. De faire attention avant de réaliser un film. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Dis le mot que tu veux dire, Lou. Il a changé le monde, ce film. Exactement, merci Lou. Tu veux dire en un mot ce que tu penses de Jurassic Park? En fait, je pensais à ça tout à l'heure, on m'avait raconté... J'avais des c'est amis plus qu'un mot, Lou. J'avais des amis qui étaient partis en Inde, mais bon, c'était il y a longtemps. Hein. Et donc, ils étaient partis dans la jungle et il y avait des guides. Et genre, il leur dit « Ah, mais en Europe, il y a des dinosaures. » Il fait « Mais non. » Il fait « Mais si, enfin. » Parce qu'il parlait du Jurassic Park, en fait. « Mais si, on a vu dans les films, il y a des dinosaures. Vous connaissez même pas votre continent et tout. » Et ouais, c'est dingue, quoi. Ça a tout changé dans le monde. Enfin, comme tu disais, le rapport aux dinosaures... Merci beaucoup. Ça a tout changé. Merci beaucoup, Lou. C'était un très long mot. Et... Mot de la fin, non, c'était pas le mot de la fin. Je voulais juste un mot. C'était ça que je t'avais demandé, mais tu m'as fait une phrase. Anecdote. C'est très... Anecdote. Et c'était très bien. Et je vais entamer la conclusion. Parce que Jurassic Park... Voyez Jurassic Park, revoyez-le autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être bien comme Aïe. Enfin, c'est un film qu'on peut voir à n'importe quand. Et c'est un sacré film. C'est un sacré film. Et on arrive à la conclusion. Je vais te laisser une place dans cette conclusion. Donc, ça marche. Réfléchis à ce que tu vas dire. Mais c'est que aujourd'hui, il y a peu de réalisateurs qui ont marqué le cinéma comme Steven Spielberg. Et moi, ça m'ennuie énormément qu'on l'enferme dans un carcan de juste un mec mercantile, qui fait du cinéma pour la thune, qui n'a aucune passion et qui veut juste vendre des peluches. Et ça m'énerve. Parce que c'est assez symptomatique de notre cinéma moderne, ou dans notre recherche de différenciation, c'est-à-dire il y a beaucoup de cinéastes qui appellent ça aujourd'hui la nouvelle vague. C'est-à-dire qu'on cherche absolument à être ultra métaphorique et ultra révolutionnaire dans chaque œuvre qu'on fait, sans pour autant comprendre comment on fait du cinéma. Et c'est juste révolutionner. Parfois, on révolutionne à tout va sans vouloir révolutionner. Là où Spielberg a certes un cinéma qui ne va pas forcément révolutionner le genre. Le but de Spielberg n'est pas de révolutionner. Non, le but de Spielberg n'a jamais été de révolutionner le genre. Et qui arrive pourtant à tellement bien comprendre tout ce qu'il y a dans le cinéma qu'il en devient révolutionnaire. Et pour moi, voilà, Spielberg aujourd'hui, c'est... en tout cas, non, plus aujourd'hui, mais à une certaine époque, ça a été un peu le nouveau Jean-Luc Godard. À certains moments. C'est pas du tout le même cinéma, je suis pas en train de dire qu'ils font le même cinéma, je te parle de ce qu'il a représenté pour le cinéma. Et c'est incroyable. Est-ce que tu veux participer à cette conclusion? Bah oui, du coup... Tout simplement sur ces réalisateurs tant importants dont on a des idées quand même assez dures, bah allez vraiment regarder, quoi. Faites-vous votre avis. Ne faites pas comme moi l'erreur de dire ah bah si tout le monde aime bien, c'est trop facile. Voilà. Allez-y. Et vraiment, plongez-vous dans le cinéma de Spielberg, quoi. Et ce qui est génial avec cette émission, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent participer. Donc on a maintenant Thibaut qui est à la régie et qui aimerait nous parler d'un sujet en particulier sur le cinéma de Spielberg. Donc moi j'aimerais parler justement, surtout pour Jurassic Park, des effets spéciaux qui ont été ultra novateurs pour l'époque et qui ont été faits par Adam Jones, qui est aussi le guitariste d'un groupe de métal progressif qui s'appelle Tool, et qui est aussi très en avance sur son temps, d'une certaine manière. Et donc c'est pour montrer que tous les arts peuvent s'imbriquer. Ah oui. Donc ça veut dire que on peut être novateur dans des tas de domaines.
Eh oui. dont, la musique et les essais fixes en même temps. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Et c'est ainsi que se termine cette émission qui s'appelle Maverick. Et ce fut un réel plaisir. C'était absolument incroyable. Et je vous dis, peut-être vous croiser dans un futur prochain, n'importe lequel, même si c'est en vrai. Et on s'écoute tout de suite Mathis Moretti. Smooth. Oui, allô? Oui. Oui, c'est ça, Incube Radio, oui. Oui, Radio de la Jeune Création, oui. Oui, oui, c'est ouvert à tout le monde, oui. Eh bien, super. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Incube Radio.